Oh, cher Anta Diop, en vérité, tu t'en es pas allé mort. À la dernière discussion de l'installation et l'exposition Résurgence, ici à la Maison de l'Alerte, où nous venons de regarder le 5e film dans le cadre de ce programme, Résurgence, après le film sur Blondin Diop qui avait ouvert les travaux. Nous avons regardé aussi, on a le temps pour nous, un film sur Smoké, du ballet citoyen. Ensuite, nous avons regardé Djom, de Babacar Sam. Mais avant Djom, on a pu échanger ici sur le président Mamadou Dia. Aujourd'hui, c'est Cheikh Anta Diop qui est à l'honneur. Il ne s'agit pas, dans cette discussion, de revenir sur la vie du Cheikh. Il ne s'agit pas non plus de dire ce qu'aurait pu être le Cheikh, mais plutôt de regarder vers l'avenir. Qu'est-ce que les générations actuelles ont finalement retenu de Cheikh Anta Diop, mais surtout, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Quand on regarde l'actualité au Sénégal, je n'aime pas dire l'actualité politique parce qu'il n'y a pas que l'actualité politique au Sénégal, mais quand nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui en Afrique, parce que de l'Afrique qu'il s'agit, Cheikh Anta Diop, je pense que tout au long de sa vie, a essayé de nous dire que de dépasser les étranglements, ce que j'appelle les outils de la colonialité, que sont la langue. À travers la langue, c'est toute la culture, les frontières, mais aussi la monnaie, autant d'outils de la colonialité qui nous retient encore dans les liens de la dépendance. Ce que j'appelle dépendance, c'est notre incapacité à réagir à ce qui nous arrive, comme le dit Souleymane Bachir. Ce que j'appelle dépendance, c'est notre incapacité à driver nous-mêmes notre avenir, à piloter nous-mêmes le gouvernail de nos vies, les destins de nos pays. Pour en discuter, nous avons Houman. Pourquoi Houman et Tchat? Parce que j'ai l'habitude de le dire que notre génération a été biberonnée avec le hip-hop dès notre jeune âge. Je disais un jour à Houman dans une de nos discussions que vous n'avez même pas mesuré l'impact que vous avez eu sur les adolescents dans les années 90. Arrivé fraîchement au collège, on voit des années qui disent Mako Wah, Mako Def. C'est-à-dire que c'est moi qui le dis et c'est moi qui le fais. Nous n'avions pas l'habitude d'assumer ce que nous disons. Nous n'avions pas l'éducation, en tout cas, que nous avions reçue à l'école publique française, ne nous permet pas de dire que c'est moi qui dis et c'est moi qui fais. Je dis que vous n'avez pas mesuré l'impact de ce travail-là, de vos paroles sur la jeunesse sénégalaise et africaine d'alors. Mais cette même génération aussi, qui s'est biberonnée avec ces paroles, créera plus tard le mouvement Yanama. Nous avons le doyen Aziz Fall, Aziz Salmon Fall, que je vais présenter brièvement. Je dois dire que je l'ai découvert quand j'étais journaliste, en tant qu'un homme de gauche, qui avait, avant 2000, qui s'est battu, qui ont tout fait pour que la gauche sénégalaise, qui se débat depuis avant les indépendances jusqu'en 2000, puisse au moins structurer et prendre le pouvoir finissant du Parti socialiste. Après CA 2000, les assises de la gauche d'abord, CA 2000, ensuite Fall. Je l'ai entendu tout à l'heure dans une de ces interviews que je regardais, où il disait que à chaque fois c'est la gauche qui amène au pouvoir des libéraux. C'est exactement ce qui s'est passé en 2000. C'est exactement avec CA 2000 et Fall. C'est les mecs de la gauche qui se sont réunis pour donner le pouvoir à Abdoulaye Wade. La même chose s'est répétée en 2012, à travers Benno. D'abord les assises nationales, il faut faire le lien entre les assises de la gauche et plus tard les assises nationales. L'histoire nous fait parfois des sauts de géants. Benno Siggil Sénégal, dont les assises nationales étaient le ciment qui les a fait gagner d'abord en 2009 les locales et ensuite en 2012 la présidentielle. Mais on se rend compte que finalement c'est le pouvoir, c'est les libéraux qui ont pris le pouvoir, le néolibéralisme. Il y a des luttes
tout ce que je dis, c'est pour dire qu'il y a des luttes. Tout le temps, les Sénégalais, les Africains ont lutté, se sont battus. Mais à chaque fois, on a l'impression qu'il y a un récit qui se passe avec les peuples, qui essaient de se réunir, comme en Afrique. Vous avez vu ici les t-shirts d'Afriki, de l'UPEC. Les jeunesses africaines essaient de se mettre ensemble. Mais en même temps, il y a un autre récit dominant qui fait que les partis politiques légalement constitués, tels que nous les connaissons depuis les indépendances, continuent de faire advenir, en tout cas de perpétuer, le même récit dominant qui maintient nos pays dans la dépendance et dans l'incapacité de réagir et de créer, provoquer leur propre épanouissement. Ce que j'ai envie de demander au doyen Aziz, si on avait... Qu'est-ce qui nous arrive en fait? Qu'est-ce qui nous arrive? Il nous arrive que de bonnes choses. Je crois que, nous on est les Africains, on est optimistes et on va gagner. Donc je crois qu'il faut regarder les choses plutôt comme étant de très grandes avancées. Nous avons fait tomber l'apartheid. Moi j'ai l'honneur de coordonner la campagne internationale Justice pour Sankara. Après 25 ans, nous avons gagné dans le procès Sankara. Le dispositif de la France-Afrique est en train de s'écrouler. Nous avons eu à nous interposer contre les dispositifs géopolitiques qui instaurent le chaos dans la sous-région, les bases militaires. Aujourd'hui, nous avons une prolifération de bases militaires, mais en même temps, nous avons un éveil des consciences. Les Africains savent pertinemment que l'ordre mondial veut l'Afrique sans les Africains. Mais c'est clair que, comme m'avait expliqué Cheikh Anta Diop dans le film, à partir du sac de Cambyse et de la chute de l'éducation, la civilisation égyptienne s'est effondrée et c'est ce qui se passe, c'est que notre système éducatif s'est effondré. Il y a eu une ère de dépolitisation. Donc je suis heureux de voir qu'il y a des formes de hip-hop contestataires, revendicatifs et éducatifs, mais il y a aussi le hip-hop qui est celui qui est de bing-bing et qui abétit les femmes. Donc la réalité du système monde, c'est qu'en fait, il y a un système monde capitaliste extrêmement prédateur qui vit une condition sénile. Et moi, j'ai la chance, effectivement, d'avoir eu un vécu dans le XXe siècle et dans le XXIe siècle. Donc, contrairement au titre de doyen, moi, je me sens toujours jeune. Je me sens jeune parce que les mêmes idées que j'avais à 14 ans, je les ai aujourd'hui. Il n'y a rien qui a changé. Et que donc cette lutte-là a porté des fruits, c'est une longue lutte. Et vous savez, l'an prochain, c'est le centenaire de Cheikh Anta Diop. S'il vivait, il aurait eu 100 ans. Le 7 juillet, j'aurai le très grand bonheur, avec plusieurs facultés de l'UCAD, de prononcer une conférence sur les 36 ans qui se sont écoulés en termes d'avancées scientifiques. De façon holistique, tout ce qu'il avait eu en termes d'intuition et d'avancées scientifiques, non seulement s'est avéré, mais l'histoire lui donne raison. Et je commencerai très rapidement par rappeler, par exemple, aux Anglais qui avaient fabriqué le Beetle-Down Man, qui était un crâne humain et une mâchoire d'orang-outan pour prouver que leur ancêtre était anglais et que c'était le premier homme. Récemment, le Cheddar Man témoigne qu'en réalité, l'ancêtre des Anglais était un négroïde, le même dont Cheikh Anta Diop avait parlé, c'est-à-dire l'Aurignacien, le Ournien, l'homme de Grimaldi, celui qui occupe l'Europe. L'Europe est africaine. L'Europe n'est pas européenne. L'Europe est africaine en même temps que le processus d'hominisation par sélection et adaptation va faire deux grandes séparations. La première, c'est celle qui sépare les premiers hominidés de ceux qui vont être le rameau des hominidés, et l'Homo sapiens sapiens, qui lui identifie très clairement dans la portion néandertale et dans la portion des sapiens entre 200 000 ans à 150 000 ans, et à ce moment, effectivement, il n'y a qu'une humanité négroïde qui, par sélection et adaptation, va se métamorphoser. Entre-temps, après sa mort, il y a eu la biologie moléculaire qui est venue démontrer, à partir des mitochondries de l'ADN, à partir des chromosomes, qu'effectivement, ce processus a permis l'apparition de ce qu'on appelait les races, mais qui n'en sont qu'une, c'est-à-dire la même race humaine qui va changer au niveau de ses phénotypes. Et c'est cette même histoire qui va permettre que
les grandes civilisations s'installent dans le bassin de la vallée du Nil et que ce processus de domination qui lui croyait être autour de la rift valley, en fait il s'avère qu'il était beaucoup plus large. On voit des découvertes au Tchad, on en voit au sud de l'Espagne, on en voit ailleurs en Afrique australe et même dans la région du désert. Et donc il y a beaucoup d'avancées au niveau de l'anthropologie, beaucoup d'avancées au niveau de l'égyptologie à partir de ces travaux. Et donc, il y a bien sûr dans ce pays une tentative de momifier Cheikh Anta, de le déifier, alors qu'en fait, c'est ce qu'il ne voulait pas. C'était que son objectif, c'était que ce savoir serve à la construction d'un État fédéral africain. C'était pour ça qu'il a travaillé. Donc, quand il vous dit « armez-vous de science jusqu'aux dents », qu'est-ce qui nous arrive? En fait, c'est que cette science a décliné au niveau des universités. Il faut relancer. Et moi, je préfère le mot « résurgence » à la Renaissance. La Renaissance est un concept fictif, une très belle parabole, c'est l'idée du phénix, mais en réalité, la résurgence, c'est quelque chose de très différent. C'est un processus révolutionnaire de gens qui vont surgir à partir de leur conscience et de prendre la capacité d'organisation pour changer leurs conditions. C'est ce que nous avons fait en pensant que le mouvement des assises de la gauche dans ce pays-là pourrait fonctionner. Il a été confisqué, et je ne reviendrai pas là-dessus, mais pour moi, tous ces éléments sont en fait la poursuite de l'œuvre de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une avancée révolutionnaire par vague. C'est la même qui a amené le ballet citoyen à chasser Compaoré, c'est la même qui a chassé Ben Ali, et c'est les mêmes qui chasseraient n'importe quel autocrate qui s'accrocherait impunément à des constitutions qu'il tripatouille. Donc pour moi, en réalité, contrairement aux apparences, il y a un processus. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le système impérialiste aux abois qui comprend que ce processus est inexorable. Et vous le voyez actuellement, nous parlons du G7 qui promet quelques 600 milliards pour les infrastructures parce qu'ils savent pertinemment que le projet de l'OCDE et l'aide publique au développement ont échoué et qu'il faut contrer le rôle de la Chine, de l'Inde et des pays émergents sur nos pays. Donc c'est aux Africains d'avoir l'intelligence de savoir utiliser ces aides extérieures, mais surtout, ce que j'appelle le panafricentrage, de savoir compter sur nos propres forces et de développer une synergie pour construire une alternative ou d'autres options de développement. Dans les travaux que Cheikh Anta Diop montre sur les fondements d'un État, il y a aujourd'hui des avancées sur l'hydrogène vert, par exemple. Les Allemands s'intéressent en Afrique à l'hydrogène vert. Les Africains eux-mêmes ne s'en intéressent pas. Et pourtant, voici les voies de l'avenir sur les énergies renouvelables, sur un développement autocentré basé sur l'autosuffisance alimentaire. On va voir des gens aller quémander en Ukraine et en Russie des biens alimentaires alors que nous avons la capacité d'être autosuffisants. Et pour ça, il faut une réforme agraire, il faut révolutionner l'agriculture, il faut doter un système industriel au rythme de nos capacités technologiques. Et ça, c'est des choses qui sont à notre portée, de la même façon qu'il faut redonner une marge de manœuvre à l'État pour être capable d'être maître de nos ressources naturelles. Donc d'avoir plus que les redevances et les miettes que l'industrie extractive des firmes multinationales qui sont pratiquement toutes basées au Canada à la Bourse de Toronto impose à nos pays. C'est donc en élargissant ces marges, ma réponse est un peu longue, mais c'est en élargissant ces marges que vous voyez que ce qui nous arrive, c'est en fait une situation de transition extrêmement brutale avec un taux démographique beaucoup plus avancé que le reste du monde. Et en fait, c'est cette crise du capitalisme qui se conjugue à la volonté africaine de se sortir de sa condition. C'est ça qui se passe, et donc c'est une lutte. C'est pour ça que c'est important de continuer ce processus révolutionnaire. Et à vous entendre, ce processus révolutionnaire se porte bien. Vous l'avez dit tout à l'heure sur le procès de Blaise Compaoré, en tout cas des assassins de Thomas Sankara. En même temps, on voit un peu partout sur le continent beaucoup d'avancées, surtout portées par les jeunes. Mais ça n'a jamais manqué au continent. Aujourd'hui, il y a une grande opportunité, comme vous l'avez dit. On sait que l'Occident n'a plus notre temps. Je l'ai dit dire aux gens, ils n'ont plus notre temps. Là, même s'ils voulaient s'occuper de nous, ils ont assez chez eux. C'est un moment pour l'Afrique de se retrouver et essayer de... Mais en même temps, si on regarde ce qui se passe sur le continent, en tout cas sur le plan politique, on a l'impression qu'on fait du statu quo.
n'avez-vous pas l'impression que finalement ces deux, cette Afrique qui bouge, cette Afrique, comme le disait d'ailleurs David Diop, qui pousse et qui repousse, a toujours été là. Mais elle ne dirige pas. Mais je pense qu'il faut bien faire attention. Les forces de l'OTAN ne renoncent pas au continent africain. D'ailleurs, ils sont bien présents. C'est juste qu'il y a de nouveaux acteurs. Vous avez des Turcs, vous avez des Israéliens, vous avez des Russes, vous avez des Japonais, des Chinois. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais de scramble, c'est-à-dire que ce que nous avons vécu au 19e siècle est en train de revenir parce qu'évidemment, le mode de production capitaliste a besoin de ressources. Et ces ressources, nous en regorgeons. Nous avons cependant des classes compradors, c'est-à-dire des élites qui préfèrent la subordination à cet ordre plutôt que satisfaire les besoins fondamentaux de leur population. Et ces populations ont des intérêts qui ne s'opposent pas, c'est-à-dire qu'ils veulent exactement les mêmes choses. Donc on a cette situation un peu paradoxale où vous avez une sorte de bégaiement historique, où effectivement à chaque fois des phrases, vous avez des jeunes qui arrivent. Sauf qu'on a un problème avec cette jeunesse. La première, c'est qu'elle ne peut pas renoncer à l'organisation politique. L'organisation politique est fondamentale. Il y a une sorte de défiance du politique parce qu'effectivement, les gens sont déçus par le politique. Mais c'est parce que des politiciens professionnels qui n'ont aucune connaissance de la science politique ont confisqué le politique. Et donc, il faut le leur arracher. Donc, il faut s'impliquer, s'engager politiquement. Deuxièmement, il faut croire que même s'il y a une forme de transversalité dans la façon par laquelle les jeunes refusent les formes de hiérarchie, il faut quand même admettre qu'il faut qu'on ait des formes d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut quand même admettre une certaine forme de minimum d'institutionnalisation. Maintenant, cette institutionnalisation peut ne pas être sur le modèle des sociétés dans lesquelles on a été greffé. Par exemple, on peut redécouvrir des façons de faire, de régulation sociale, politique qui existaient dans nos sociétés et de les adapter. On pourrait par exemple changer nos modes constitutionnels. Moi, par exemple, je propose des options où la démocratie directe va aller jusqu'à, par exemple, des tirages au sort des citoyens. N'importe quelle personne qui a un âge de pouvoir travailler, penser et décider, qui n'a pas un problème mental, peut diriger un pays. Et donc, il faut concevoir des assemblées où la parité est réelle, où les femmes vont prendre des décisions, vont participer au mécanisme de décision, où les jeunes en âge de travailler capables de le faire sont associés à la chose politique. Donc, vous pouvez inverser cela avec d'autres modèles qui sont beaucoup plus propres à concevoir notre vie culturelle et notre vie politique. Donc, ces options-là, elles sont sur la table. Maintenant, elles ne sont pas à la mode. Elles ne sont pas à l'ordre du jour parce que nos médias, nos systèmes dominants ont été contrôlés par les mécanismes compradors, c'est-à-dire ceux qui acceptent la subordination. Et comme je dis, ces pouvoirs sont en désarroi. Ils investissent massivement dans l'affairisme. Donc vous le voyez au Sénégal. Au Sénégal, il y a presque plus de projets de société. Vous avez une économie de conteneurs. Vous avez un système d'affairisme qui a infiltré les milieux maraboutiques, qui a infiltré les milieux d'affaires. Le capital est réinvesti dans la rente foncière et l'immobilier. On ne produit presque rien. Et dans la plupart des pays africains, on ne peut même pas produire une aiguille. Donc on est dans un système où les biens d'importation et la société de services servent de modèle de société parce que les projets de société ont disparu. Au niveau de l'Union africaine, c'est la même chose. On a l'agenda de 2063 qui est un agenda incantatoire. On a une zone de libre-échange qui vient d'être mise. On a le NEPAD qui est un plan de partenariat avec les Occidentaux, mais on n'a toujours pas de projet de société au niveau continental et a fortiori dans les pays. Donc, je pense que c'est ça qui est en train de se passer. À chaque vague de jeunesse qui arrive, si elle est dépolitisée et mal organisée, elle peut même faire tomber les pouvoirs, mais elle ne sait pas quoi faire du pouvoir une fois que le pouvoir est tombé. C'est ce qui est arrivé au Burkina, c'est ce qui est arrivé en Tunisie. Et donc, il faut un éveil des forces politiques, une capacité de comprendre que ce désarroi, il existe aussi dans les sociétés avancées. Les sociétés avancées des pays occidentaux sont eux-mêmes dans une crise encore plus profonde. Et leurs réponses, c'est des réponses de type culturaliste et des réponses de type populiste et même d'extrême droite qui sont en train d'arriver, donc une logique fascisante qui sont l'illustration même du pourrissement du capitalisme. La guerre que vous voyez en Russie et en Ukraine est une guerre qui illustre en réalité le pourrissement du capitalisme. Donc il se passe quelque chose dans les pays avancés et nous devons tenir compte de tous ces éléments-là pour pouvoir avoir une intelligence des options qui sont à notre portée. Et si on ne le fait pas, c'est là qu'il y a la répétition de l'ordre colonial, de la colonialité dont vous parlez, qui est effectivement la persistance du système dans lequel nous baignons. Et donc la rupture
comprendre Cheikh Anta Diop, comprendre pourquoi il faisait cet effort scientifique, c'était justement pour rompre cette aliénation et démontrer sans nostalgie, sans narcissisme, qu'il est possible pour nos jeunes, armés de science, de s'organiser politiquement pour faire le changement social.